Bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. Bienvenue à vous tous. L'entretien des connaissances et leur développement sont une obligation pour les professionnels de santé, souvent inondés d'informations médicales de toutes sortes. Comment faire le tri au milieu de tout cela? Comment identifier l'information nécessaire à la prise en charge des patients? Quels sont les obstacles rencontrés? Cerner ces questions pour les professionnels de santé vient en appui aussi dans l'élargissement de la pratique pharmaceutique avec l'identification des nouvelles missions dans un contexte de révision de la loi sanitaire et dans l'espoir que cette loi intègre de nouvelles missions donc, pour le pharmacien. Pour essayer de tenter de répondre à ces questions, avec nous ce soir le professeur Sami Slimani. Merci professeur Sami Slimani d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Vous êtes maître de conférence, professeur agrégé en rhumatologie. Vous êtes également rédacteur en chef du BJMS, le Patna Journal of Medical Sciences. C'est aussi à ce titre que vous allez nous éclairer dans la thématique d'aujourd'hui. Dans vos activités pédagogiques, vous avez été chargé de cours du module de rhumatologie à la faculté de Patna. Vous êtes également enseignant de rhumatologie aux résidents à la faculté de médecine d'Alger et également formateur en échographie ostéo-articulaire pour le DU d'échographie en rhumatologie, toujours Alger. Vous vous êtes impliqué également dans les réseaux sociaux car vous administrez un certain nombre de réseaux professionnels, dont les clubs pour rhumatologues, algériens en l'occurrence. Vous avez un certain nombre de travaux scientifiques, il y a 47 publications nationales et internationales, plus de 200 posters et communications à divers congrès, autant nationaux qu'internationaux, dont le célèbre congrès mondial, le congrès américain de rhumatologie. Vous avez également assisté au congrès mondial de l'arthrose, au congrès européen de rhumatologie, le congrès asiatique également, donc vous avez ciblé un peu l'ensemble des continents pour traiter des sujets variés. Vous avez fait une première, on va dire, dans le domaine de la rhumatologie dans notre pays. C'est la première estimation de la prévalence de la polyarthrite rhumatoïde en Afrique du Nord, publiée dans la revue Oxford Rheumatology. Absolument. Et il y a une découverte également qui est quand même à l'échelle
à l'échelle toujours maghrébine, c'est l'explication architecturale à la faible fréquence de l'arthrose de la hanche en Algérie comparativement à celle du genou, et une découverte en première mondiale, celle des facteurs prédictifs de bonne réponse aux infiltrations du genou guidées par l'échographie. Vous rentrez des États-Unis, vous avez eu à présenter lors du congrès américain de rhumatologie, qui a l'envergure du congrès mondial de rhumatologie. C'était il y a un mois, je pense, approximativement, à San Diego. San Diego, tout à fait. Vous avez également participé au 19e congrès Asie-Pacifique de rhumatologie à Dubaï en octobre 2017. Et en octobre du même mois, vous étiez à Casablanca, toujours dans le cadre des biothérapies. Vous avez un score intéressant dans le ResearchGate. Vous êtes scoré 30,92. C'est quand même un score quand même appréciable. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui vous honore. Vous êtes également membre d'un certain nombre de sociétés savantes au sein de la Société africaine anti-rhumatismale. Vous êtes secrétaire général. Vous êtes également secrétaire général adjoint de la Ligue algérienne anti-rhumatismale, membre de la Société algérienne de rhumatologie, membre de la Société française de rhumatologie et membre du groupe francophone de recherche dans la sclérodermie. On va citer également membre de l'Osteoarthritis Research Society International et membre de l'Emerging Kula Network. Alors, pour revenir à notre introduction de tout à l'heure, votre statut de rédacteur en chef ou co-rédacteur en chef du BJMS, qui est un bulletin d'information biomédicale indépendant. Absolument. Il est entièrement indépendant. Il n'y a aucune publicité pour financer donc la revue. La revue est née en 2014. Il y a à peu près 250 articles originaux qui ont été publiés. Elle est en open access, c'est-à-dire accessible sans frais. Elle s'intéresse à tout contenu original biomédical, qu'il soit fondamental, translationnel ou pathologique. Exact. Alors, il y a une équipe de reviewers, très bien, donc, et bien sûr les 3 co-rédacteurs. On citera pour l'infographie le Dr Adlen Nzab, qui a fait un travail formidable, et vous avez un comité éditorial quand même assez consistant, composé de 13 experts, je dirais. Hein, de 3 continents. De 3 continents, donc une information supplémentaire. Donc, nous allons aborder tout de suite cette question en lien avec l'information, que je retrouve un peu sur mes fiches. Voilà. Alors, la formation continue est une obligation pour tout professionnel de santé. Elle est citée dans le Code de la santé, autant dans le Code de la santé que dans le Code de la santé et de la loi sanitaire, un certain nombre d'articles, dont les articles 12 et 13. Comment, ce sera ma première question, comment les professionnels de santé en Algérie assurent-ils cette obligation ou entretiennent-ils et actualisent leurs connaissances, autant pour les secteurs publics que les secteurs privés? Quelle est la contribution de l'État, la contribution des laboratoires, des organisations professionnelles, ordres, sociétés savantes, associations et syndicats? Donc, comment cette formation est-elle assurée dans notre pays? Très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Alors, pour aborder la question de la FMC, la formation médicale continue, en fait, c'est né d'une obligation, d'une nécessité, parce qu'en fait, il y a certaines professions qui évoluent très rapidement, parmi lesquelles, bien sûr, les métiers biomédicaux, puisqu'en fait, on ne peut pas se contenter uniquement de notre cursus, de notre formation de base jusqu'à l'obtention de notre doctorat, de notre diplôme. Mais comme ça évolue très, très rapidement, il y a eu cette nécessité, dès le début du XXe siècle d'ailleurs, de parfaire et de mettre à jour ces connaissances. Et donc, est né ce besoin de formation médicale continue, surtout pour des métiers aussi sensibles que sont les métiers de santé, médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et même les professionnels paramédicaux. Alors, cette nécessité avait engendré des projets en Amérique du Nord, des projets en Europe aussi. Et
Et au départ, ça a évolué dans un cadre plutôt informel, c'est-à-dire c'était des initiatives plutôt individuelles de certaines écoles, de certains leaders d'opinion dans le domaine biomédical, mais après, ça a été encadré réglementé par la loi, y compris la loi algérienne. Et maintenant, c'est toute une institution, la formation médicale continue dans les pays développés et même de plus en plus présente dans notre pays. Maintenant, elle doit s'axer sur plusieurs types de sources de connaissances, si on veut. Pour mettre à jour ces connaissances, on a besoin d'assister à des congrès automatiquement, de s'abonner à des revues, à des livres, acheter des livres et de les lire, bien sûr. Et de plus en plus récemment, bien sûr, on a un intérêt grandissant pour les nouvelles technologies. Et donc, les nouvelles technologies, tout ce qui est forum de discussion, e-learning, avec des diplômes en ligne, avec des vidéos en ligne qui sont moins consommateurs de temps que la simple lecture que la lecture des livres. Et donc, on a plusieurs sources maintenant qui va obliger le professionnel de santé à le faire, bien sûr, et qui va financer cet apprentissage parce que malheureusement, la plupart du temps, cet apprentissage est coûteux et voilà, il n'est pas gratuit. Et donc là, ça varie d'un pays à un autre. L'Algérie avance modestement, mais avance quand même dans le domaine de la FMC. Il y a plusieurs acteurs, bien sûr, il y a l'intervention de plusieurs acteurs, comme tu l'as dit, le Conseil de l'ordre, il y a aussi les hôpitaux, les différentes institutions, les hôpitaux, les universités. Mais je dois avouer que 80% de la FMC réalisée en Algérie est faite grâce au sponsoring des acteurs de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Donc, ça introduira la question qu'on se posera tout à l'heure, qu'on verra tout à l'heure. Pour entrer un peu plus dans le détail, dans le vif du sujet, vous avez animé un atelier sur la lecture critique et la rédaction d'articles scientifiques. Quelles ont été vos motivations et quel était l'impact de cet atelier auprès des professionnels de santé? Très bien. Pour faire court, en fait, j'ai commencé à enseigner à Batna à partir de janvier 2012 et au départ, donc, il y avait le même constat partout en Algérie qui est que les chercheurs algériens produisaient très peu d'articles scientifiques alors qu'ils font d'excellentes recherches. Ouais. Et ils s'arrêtent malheureusement au stade de communication orale ou de poster dans un congrès alors qu'il ne s'agit pas du tout de la finalité d'un travail scientifique. Terminer par une publication scientifique confère un caractère, si j'ose dire, éternel au travail scientifique, puisque ça le rend éternellement disponible sur le net absolument et accessible partout dans le monde à n'importe quel moment. Et donc, ce constat qui fait que les médecins, chercheurs et pharmaciens et fondamentalistes algériens publient beaucoup moins que leurs confrères des autres pays qui ont le même mode de vie que le nôtre, a fait qu'on pensait que probablement c'était un manque de sensibilisation, de médiatisation de l'importance de la publication, d'où est née cette idée. D'ailleurs, c'était mon collègue Gassem Hossein qui avait lancé cette initiative. Gassem Hossein, que nous recevons lors d'une précédente émission invitée du Pharmagroup. Absolument. Et voilà, donc on voulait un petit peu démystifier, vulgariser cette idée de publier. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir publier, mais pas que. Il faut savoir interpréter, bien lire un article et filtrer le bon du mauvais article, si je veux dire mauvais article, parce qu'en fait, on assiste à une explosion des données scientifiques sur le net. Actuellement, j'ai fait une petite recherche la semaine dernière. Rien que dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est juste une maladie parmi d'autres, il y a 10 articles publiés chaque jour sur cette maladie. Et lire 10 articles sur une pathologie, alors qu'on sait bien qu'on va aborder différents sujets dans notre pratique, fait que ça rend impossible le survol de la littérature et donc on doit être prudent et être très intelligent quant au choix des articles à lire. Je me souviens que vous aviez présenté un certain nombre des résultats après avoir consulté justement les bases de données de santé online avec une comparaison, une petite étude comparative des chiffres entre notre pays, l'Algérie, et puis nos voisins, les pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, et les résultats étaient sans appel. Alors oui, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que, comme vous l'avez bien dit, on est très mal classé parmi les grands pays du monde arabe et du Moyen-Orient, puisqu'on se situe vers
14e position, peut-être en termes de nombre et de qualité, de puissance des publications scientifiques. Les Algériens publient beaucoup moins que leurs confrères tunisiens et marocains, et ils sont très loin derrière les Saoudiens et les Turcs et Égyptiens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est probablement le pays qui progresse le plus rapidement. On a une progression annuelle de 15% du nombre de publications, alors que les pays voisins sont en stagnation en termes de nombre. C'est une bonne nouvelle, effectivement. Ouais, effectivement. Une question en lien, puisqu'on a évoqué la formation médicale continue. Existe-t-il des paramètres qui permettent d'évaluer la qualité d'une formation médicale continue? C'est une très bonne question. Alors, en Algérie, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'organisme qui gère tout ça et qui pondère les différentes solutions de formation médicale continue. Mais ailleurs, en Europe et en Amérique du Nord, il y a un système de cotation, un système de points d'accréditation qui donne à chaque meeting ou chaque activité de formation médicale continue un score en fonction de son importance. Son importance, ça peut être sa pertinence, la pertinence du contenu ou la longueur, donc la pénibilité de cet apprentissage. Et donc, on a pour chaque revue, congrès ou autre type d'apprentissage ou de mise à jour des connaissances, on a un score. Et le praticien, par exemple français, est dans l'obligation d'avoir, au bout de 5 ans, un score d'au moins 250 points pour valider sa FMC, parce que sinon, il s'expose à qui est obligatoire, bien sûr, et sinon, il s'expose à des avertissements, voire même carrément quelque chose de plus grave qu'un simple avertissement. D'accord. Pourquoi dit-on ça? Parce que après avoir évoqué la formation médicale continue, il y a ce besoin de recherche d'informations de la part des professionnels de santé. On assiste à l'utilisation d'informations médicales partagées sur les réseaux sociaux. Peut-on parler de pratiques culturelles, si on peut dire, de pratiques culturelles? Quelle est la valeur de cette information et le risque de son utilisation? Si risque il y a. Parfait. Alors, l'utilisation des nouvelles technologies, particulièrement des réseaux sociaux, ça a ouvert beaucoup de portes aux gens pour accéder facilement, rapidement à l'information. Actuellement, on estime dans certains sondages qu'il y avait plus d'informations recueillies par les professionnels de santé à travers les réseaux sociaux qu'à travers les sources, on va dire, ordinaires et voilà, classiques d'apprentissage. Ça, c'est révolutionnaire, ça, c'est bien particulièrement pour les pays en voie de développement, des pays qui ne sont pas très développés, puisque ça banalise, ça vulgarise l'accès à l'information. Mais en contrepartie, ça peut être parfois dangereux parce qu'il n'y a pas d'autorité qui régule ça, de régulateurs donc officiels qui vont un peu filtrer justement, jouer au modérateur et donc ne laisser passer que les informations les plus pertinentes. Et là, donc c'est un biais, mais là c'est le principe même des réseaux sociaux, c'est la liberté d'expression et tout le monde pèse autant que tout le monde sans hiérarchie. Ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Oui, on assistait à un triste épisode avec l'affaire du RHB où il y a eu un mauvais contrôle justement de l'information. C'est parti un peu dans tous les sens et puis ça a un peu déstabilisé les personnes. Ouais. Et donc, vous avez évoqué cette nécessité d'autorité régulatrice de cette formation médicale continue. On s'aperçoit que de nombreuses parties se mettent à la formation médicale continue, des professionnels de santé, ça va des simples écoles privées, de langue qui investissent le créneau dans un but lucratif. On l'a évoqué tout à l'heure, des représentants des professionnels de santé qui font ce qu'ils peuvent, puisqu'il y a un vide en la matière, qui font ce qu'ils peuvent pour produire des formations, si on peut dire, médicales continues, qui ne sont malheureusement pas validées. Qui est habilité à faire ce type de formation? Alors, c'est une très bonne question. En fait, en Algérie, on a une loi qui encourage à l'apprentissage, à la formation, la création de processus de formation médicale continue, mais malheureusement, on n'a pas le détail qui suit après, parce qu'en fait, on doit avoir
des règles plus précises et plus explicites qui nous disent ce qu'il faut faire au juste, les obligations de chaque personnel de santé et surtout qui est habilité à lui délivrer justement cette formation médicale continue. Là, actuellement, comme il n'y a pas de règles bien strictes, maintenant, il n'y a que des initiatives individuelles et des sociétés savantes, bien sûr, mais on ne peut pas juger de leur validité et on ne peut pas comparer les procédures de formation médicale continue entre elles, puisqu'il n'y a pas tout simplement de score ou d'organisme validant cela. Donc, tant qu'on n'a pas ce qui régit ce genre de processus, comme à l'instar des pays européens, on ne peut pas maintenant, on peut pas juger de la pertinence de chacune des formations. Et donc, actuellement, tout le monde peut faire ce qu'il veut et attirer le public qu'il souhaite attirer. Et ça reste quand même marginal par rapport à ce qui se fait ailleurs, puisque en Europe, par exemple, on ne peut pas valider une année d'exercice professionnel si on ne justifie pas d'au moins 4 jours passés dans le cadre de la formation médicale continue, donc le recyclage des connaissances. Qui sont cotés en termes de crédit, c'est ça? Ils sont cotés en termes de crédit, donc on peut les répartir. Crédit formation. Voilà, ce n'est pas forcément 4 jours de formation bloquée, mais ça peut être réparti sur plusieurs week-ends. D'accord. Dans nos pratiques quotidiennes, nous avons besoin, pour prendre en charge nos patients, d'informations actualisées et validées. Alors, où peut-on puiser nos références et comment peut-on évaluer, en notre qualité de pharmacien, nos sources d'informations? C'est là qu'intervient un peu également la formation que vous avez animée récemment. Exactement. Alors, il y a plusieurs sources et ça varie en fonction, bien sûr, du métier et puis du pays. Et il y a une variabilité énorme entre les pratiques de formation médicale continue entre les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et automatiquement chez nous. Donc, les principales sources, il y a les sources classiques, où on a les livres, les revues, les abonnements aux revues et les congrès, les actions d'enseignement post-universitaire organisées par les facultés, par le Conseil de l'Ordre, par l'industrie pharmaceutique, par les sociétés savantes essentiellement. Et il y a les stages, on peut réaliser des stages, ça peut rentrer dans le cadre de la formation médicale continue. Je parle beaucoup plus des médecins, du fait de mon métier de médecin. Et plus récemment, accès aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est e-learning, avec les MOOC, les fameux MOOC. Je ne sais pas si le public connaît la signification des MOOC. Massive Open Online Courses. Voilà, absolument. Donc, c'est des diplômes, des formations parfois diplômantes, mais qui se passent à 100% en ligne. Et donc, ça épargne des déplacements. C'est très pédagogique et surtout optimisé pour consommer le moins de temps possible à celui qui le passe. Alors, ces MOOC avaient été évoqués, ces cours online avaient été évoqués dans le cadre du e-learning pour accompagner, encore une fois, on en revient, les nouvelles missions, l'élargissement de la pratique pharmaceutique où nécessairement des mises à jour doivent être faites par les professionnels de santé pour ces missions qui seront identifiées et le e-learning semble être la meilleure formule, je pense, pour accompagner ces nouvelles missions. Ceci dit, ça concernera également les autres professionnels de santé. La formation médicale continue et les conflits d'intérêts. On parle d'un impact sur la qualité de la formation. On se souviendra à ce sujet des fameux scandales liés aux anti-inflammatoires, les Celebrex, le Bextra et le Vioxx, des scandales qui avaient généré un certain nombre d'accidents assez sérieux. Alors, ce conflit d'intérêts, quel peut être son impact sur la qualité de la formation? Très bien. Alors, ça, c'est une question très sensible parce qu'en fait, alors, les conflits d'intérêts, c'est quoi? C'est pas, pour clarifier la chose, c'est pas de la corruption ou de l'achat de prescriptions, si vous voulez, mais la présence d'un conflit d'intérêts qui n'est pas restrictive au métier de médecin et de pharmacien, mais ça concerne en fait tous les métiers où on est face à un client. Et ça peut être de plusieurs ordres. Il y a l'influence à la prescription aux médecins et aux pharmaciens, quand il s'agit de l'influence de l'industrie pharmaceutique
qui est l'exemple type du conflit d'intérêts. Mais il y a d'autres ordres de conflits d'intérêts. Je peux être influencé par le payeur, l'organisme payeur, particulièrement dans les pays où l'assurance est très puissante et régule les prescriptions, telles que aux États-Unis. Ça peut être l'influence de mon hôpital, si je gère un hôpital privé et que je dois surprescrire ou sous-prescrire des examens en fonction de la rentabilité de mon établissement. Et donc, il y a plusieurs types de conflits d'intérêts. Mais c'est vrai que le conflit d'intérêts dont on parle le plus et qui a fait le plus de bruit, c'est effectivement le conflit d'intérêts induit par l'interaction industrie pharmaceutique et médecins ou pharmaciens médecins prescripteurs, ou voilà, et particulièrement les leaders d'opinion qui ont une voix qui porte en termes d'influence, de conduite à tenir et de prescription. Les conflits d'intérêts, ce n'est pas toujours mauvais parce qu'on ne pourra jamais se passer du sponsoring et de l'aide de l'industrie pharmaceutique, c'est bien. Les pays les plus riches du monde ne peuvent pas se passer de l'appui de l'industrie pharmaceutique dans la FMC, participer au congrès, s'abonner aux revues, etc. Et alors là, dans des pays où le budget alloué à la recherche et à la santé est relativement modeste, tel que le cas de l'Algérie, mais il faut quand même, comme vous l'avez dit, pour éviter certains excès, certains accidents, il faut être prudent et il faut surtout établir des balises pour ne pas les franchir et connaître les limites de cette interaction pour que ça ne déborde pas, que ça ne devienne pas pathologique. Il y aurait une autorité de régulation. Absolument. D'accord. L'evidence-based medicine, ou le BM, la médecine basée sur les preuves, et l'usage consciencieux, d'après Sackett, et l'usage conscient, judicieux et explicite des meilleures preuves disponibles pour la prise en charge personnalisée de chaque patient. On parle aussi de la médecine qui est définie comme l'intégration de la meilleure évidence, connaissance possible, avec l'expertise clinique et avec les valeurs ou préférences pour les patients. Pouvez-vous nous en dire plus? Et que n'est-elle pas? Que n'est pas l'evidence-based medicine? Eh bien, alors l'evidence-based medicine ou médecine factuelle ou basée sur des preuves, c'est un concept relativement ancien mais qui n'a pas été appuyé jusqu'aux années 80-90 où on parlait tellement en Amérique du Nord, au Canada particulièrement et aux États-Unis. En fait, c'est avant l'interaction entre professionnels de santé et patients était quelque chose de très intime et n'incluait pas un troisième acteur qui était justement les données de la littérature et les recommandations des sociétés savantes. La décision des médecins quand ils voyaient son patient était basée essentiellement sur son expérience et son feeling, parce qu'en fait, la médecine, ce n'est pas uniquement une science, mais ça a une part d'art quand même et de feeling dans notre exercice. Mais malheureusement, heureusement, avec l'évolution des concepts, des connaissances, l'explosion du nombre de travaux dans le monde, et on en a des milliers par maladie tous les ans, a fait que le médecin et le praticien, tout court, n'arrivaient pas vraiment à suivre cette foulitude de données. Et donc, l'evidence-based medicine est apparu comme un troisième acteur qui s'interpose entre le médecin et le patient et qui va l'aider dans la décision et va parfois le limiter, certes, mais surtout l'aider à la décision à travers le résumé des données robustes qui existent dans la littérature, parce qu'il y a des données robustes et des données moins robustes. Les données les plus robustes sont celles des essais randomisés, des essais cliniques randomisés et des méta-analyses. Et les données les moins robustes, c'est les études, on va dire, à méthodologie plus faible. Et donc, l'evidence-based medicine, maintenant, régule les prescriptions, puisque actuellement, les autorités de santé, que ce soit les ministères, les assureurs, se basent essentiellement sur les recommandations evidence-based medicine en ce qui concerne le contrôle des prescriptions du praticien. D'accord. Alors, les conflits d'intérêts ont produit une littérature assez importante. Je citerai une production par l'Oxford University Press en 2011, qui ont publié les conflits d'intérêts en médecine, quel avenir pour la santé. C'est un qui a été traduit ensuite par l'École supérieure des hautes études de santé publique de Paris. Puis ça a été relayé en France, aux États-Unis, au Japon. Alors, l'auteur souligne que nos systèmes de soins sont en proie à des conflits d'intérêts. Ces conflits bafouent les règles morales qui gouvernent les professions de santé
Et partant de là, la loyauté envers le patient, le fait d'agir dans son intérêt et l'indépendance professionnelle et économique vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, des investisseurs et des assureurs. La préface de ce livre précise que le conflit d'intérêts n'est pas pour chasser quelques praticiens malhonnêtes. En fait, c'est modifier les équilibres structurels des relations entre les institutions publiques et privées. L'auteur poursuit, elle permet d'infléchir la courbe des dépenses de santé, ce sont des éléments économiques importants. Elle permet également de réallouer les ressources vers des objectifs de santé publique. Elle permet également d'améliorer l'égalité d'accès aux soins et conduit à davantage de qualité et de sécurité, autant d'objectifs qui ne peuvent pas être atteints quand la médecine est sous influence. Bon, donc la question, comment les pays d'Amérique du Nord, d'Europe ont fait face à l'indépendance de ces formations continues pour un peu mieux contrôler les conflits d'intérêts. Très bien. Alors, effectivement, parmi les mesures les plus percutantes qui ont été entreprises, que ce soit, comme vous l'avez dit, en Europe ou en Amérique du Nord, c'était l'obligation de déclarer tout conflit d'intérêts par l'industrie pharmaceutique lorsqu'elle livrait toutes sortes de… C'est le Sunshine Act. Absolument, okay, voilà. Et donc, tout ce qui est échantillon gratuit, tout ce qui est prise en charge dans le cadre d'une formation ou participation dans des symposiums doit être déclaré par le partenaire pharmaceutique aux autorités de santé et l'obligation par le praticien de déclarer ses conflits d'intérêts lorsqu'il publie, lorsqu'il présente une communication orale et même devant le patient, puisque actuellement il y a plein de sites en France, en Allemagne, au Canada et aux États-Unis où d'un simple clic, en tapant uniquement le mot, plutôt le nom du médecin ou du praticien, on obtient l'historique de tous ces conflits d'intérêts, tous les cadeaux ou toutes les aides qu'il a dû avoir, y compris des aides, des bourses dans le cadre de la recherche de la part de l'industrie pharmaceutique, qui sont accessibles et qui sont destinées aux patients, pour que le patient puisse savoir si son médecin ou son traiteur a un quelconque conflit d'intérêt qui pourrait biaiser sa décision thérapeutique. Donc, les actions de ces pays sont basées essentiellement sur la transparence. Absolument. Je vais revenir sur les pays anglo-saxons. Sur quel modèle de prise de décision se base-t-il pour mieux contrôler ça, et ces modèles sont-ils performants? Alors, automatiquement, cette mesure, par exemple, qui est la mesure phare dans le cadre de la régulation des conflits d'intérêts, qui est la déclaration obligatoire du médecin et du praticien tout court et de l'assurance, ainsi que de l'industrie pharmaceutique, elle date d'au moins 6 à 7 ans. Et elle avait donc conduit à un certain nombre de régulations en termes d'élaboration de recommandations, puisque je vous donne l'exemple le plus, on va dire, percutant, puisque ça a grandement influencé l'élaboration de recommandations. Par exemple, avant, pour élaborer une recommandation en termes de la prise en charge d'une pathologie, je cite un exemple, la polyarthrite rhumatoïde, on pouvait inviter n'importe quel expert, leader d'opinion généralement, un panel international, mais depuis peu, depuis quelques années, on rajoute une condition, c'est que cet expert ne doit pas avoir de conflit ou peu de conflit d'intérêts en rapport avec cette question-là. Je cite la collaboration Cochrane, qui est une organisation à but non lucratif qui regroupe plus de 100 000 chercheurs dans le monde et qui élabore régulièrement des recommandations et des consensus de prise en charge des affections les plus fréquentes. Et parmi les conditions, c'est d'avoir une transparence complète et d'éliminer tout auteur potentiel qui a des conflits d'intérêts avec un laboratoire qui fabrique une molécule qu'on utilise dans ses recommandations. C'est pour avoir, si vous voulez, des recommandations tout à fait neutres et pas influençables directement ou indirectement par l'industrie. D'accord, ce sont des mesures qui sont intéressantes. Comment envisagez-vous, pour revenir maintenant dans notre pays, l'encadrement de la formation médicale continue dans notre pays? Question à la réponse très difficile. Bon, c'est clair que
c'est le rôle essentiellement des autorités maintenant. Donc, on a un texte qui régule cela et on a des initiatives individuelles et collectives. Maintenant, ce qui reste, c'est l'intervention des autorités de santé qui doivent établir justement des textes exécutifs avec des règles qui régissent les obligations, les devoirs de tout à chacun. Et donc, on a besoin d'un cadre légal à cela. C'est ce qui manque, puisque l'industrie pharmaceutique est là, les institutions sont là, le Conseil de l'ordre est là, les bonnes initiatives, elles sont là. Donc, on a besoin de quelque chose, d'une autorité qui va réguler cela. Et pourquoi pas importer le modèle européen qui est basé sur des crédits ou des points afin de valider son score FMC qui va permettre de continuer à exercer. Et je note juste un point important, c'est que cette obligation de FMC est étendue récemment aux métiers de paramédicaux. Donc, ce n'est pas uniquement restreint aux médecins et après aux pharmaciens dentistes, mais maintenant, c'est une obligation des paramédicaux, puisque eux aussi doivent être à la page de ce qui se passe dans le monde. Et ma dernière question, puisque nous arrivons au terme de l'émission, pensez-vous qu'il faille un préalable culturel à cela auprès de nos professionnels de santé? Nous sommes de tradition orale et la lecture n'est pas forcément le sujet sur lequel on penche le plus. Oui, tu as entièrement raison. C'est vrai que déjà partout dans le monde, on lit de moins en moins, malheureusement. Et probablement, c'est du fait du développement du multimédia. On préfère la vidéo à l'écrit parce que c'est moins pénible, c'est moins chronophage et c'est limite ludique parfois. Et les peuples arabes, et notre peuple en particulier, lit beaucoup moins que d'autres. C'est vrai que la culture orale, c'est celle qui prévaut dans notre contrée, mais il faut peut-être voir ça comme étant un avantage et exploiter cette préférence et ne pas calquer à 100% ce qui se fait ailleurs en Occident, mais adapter à notre culture, à nos faiblesses et surtout à nos forces, et à adapter nos actions de FMC. Professeur Sami Slimani, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Nous essaierons de répondre aux questions. Il est difficile de répondre en direct. Nous essaierons d'y répondre en différé. Pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister à l'émission en direct, il est possible de revoir l'émission en différé. Nous espérons que vous ayez passé un moment agréable en notre compagnie. Et nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine émission. Bye bye. Au revoir.